On a toujours fait comme ça, c'est la phrase la plus dangereuse du monde, parce que vraiment, c'est la source de beaucoup de nos problèmes. Et pourtant, je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai réfléchi justement à tous ces éléments-là, en fait, tu t'aperçois que notre cerveau n'est pas fait pour être en permanence en train de se chambouler et de se dire, tiens, si on changeait. C'est une consommation énergétique qui est trop importante. Donc, notre cerveau est en permanence en train de créer des biais pour nous mettre justement dans une routine et faire en sorte qu'il ne consomme pas trop. Donc, de faire comme on a fait avant, c'est naturel. Et pour autant, c'est notre plus grande difficulté. Et donc, c'est vrai que je me régale d'utiliser en permanence cette phrase comme un mantra. Et je pense que c'est un peu justement nous, notre pourquoi. Chez House of Co-Design, notre mission, c'est de secouer les organisations pour faciliter les transformations et l'innovation. Et effectivement, dans le fait de secouer un peu les organisations, d'arriver, de réaffirmer ce problème-là, est déjà un premier enjeu, quoi. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florent. Avec Florent, en fait, on se connaît déjà depuis plusieurs années, alors même que j'étais du coup encore en salariat à l'époque. On a tout de suite accroché et je me souviens encore des échanges hyper riches qu'on pouvait avoir à l'époque sur l'innovation et les parcours digitaux de nos clients. Et si j'ai invité aujourd'hui Florent dans le podcast Allume ton biz, c'est non seulement parce qu'il a une super longue carrière dans l'entrepreneuriat maintenant, mais aussi parce qu'on a échangé sur sa dernière activité qu'il a mise en place et qui a de nombreux challenges. Mais j'en dis pas plus et tout de suite, je vous laisse découvrir tout ça. Bonjour Florent. Bonjour Christelle. Alors, du coup, pour commencer, est-ce que justement tu peux nous en dire plus un peu? Est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter un petit peu ton activité? Yes. Alors, donc, Florent, bientôt 40 ans, hein, parce que tout avance. J'ai longtemps été le petit jeune qui bosse dans le digital et maintenant ça commence à être bien loin tout ça. Mais pour faire simple, j'ai eu une carrière uniquement dans le digital. Commencé directement par le mobile avec une agence qui était très techno où on fournissait une solution SaaS pour les opérateurs pour créer leur propre portail mobile. Ensuite, j'ai travaillé dans une agence que je dirigeais qui était là pour le coup beaucoup plus marketing, où je me suis éclaté à avoir l'autre partie des choses et c'était une volonté assez forte. Et puis ensuite, on s'est rencontrés effectivement quand je me suis aperçu que j'avais envie de retrouver les bases de mon job et donc de faire du conseil plus seul, même si in fine, en fait, on était quand même vraiment dans une équipe. Et on pourra en reparler. Et là, depuis 1 an et demi maintenant, j'ai lancé House of Co-Design à Bruxelles, qui est un job un peu mixte. C'est-à-dire qu'il est mixte parce qu'on a créé un lieu. Quand je dis on, j'expliquerai un peu pourquoi après. On a créé un lieu qui nous permet de recueillir les équipes pour les accompagner justement dans leur moment de transformation. Je dis juste transformation parce qu'à la base, c'était digital. Et puis, de plus en plus, on s'aperçoit que finalement, c'est évidemment du digital, là, de par mon chemin d'entrepreneuriat, mais aussi sur la nouvelle manière de travailler, parce que ça ne va pas sans. Et de plus en plus sur tous les aspects sustainable aussi, parce que ça nous semble effectivement une nécessité d'avoir cette approche holistique où on ne peut pas avoir une transformation qui n'est que sur le digital ou que sur les nouvelles manières de travailler, etc., etc. L'idée, c'est d'accompagner nos clients sur ces moments de transformation qui sont maintenant d'autant plus critiques et souhaités par tout le monde. Ok, joli parcours donc du coup. Ce que je disais aussi tout à l'heure, donc tu as commencé quand même depuis un bon moment. Ça fait combien de temps là du coup que tu es dans l'entrepreneuriat maintenant? Ça fait 20 ans. En fait, je dis 20 ans parce que c'est presque toute ma carrière. Techniquement, j'ai pas toujours été entrepreneur. Mais en tout cas, j'ai toujours eu ce mindset parce que je suis autodidacte. Et donc, quand j'ai commencé à bosser, j'avais aucun code.
que de comment se tenir, comment faire, comment interagir. Et les seuls codes que j'avais, c'était celui du rugby. Et donc, c'est pas parce qu'il y avait un patron ou je ne sais quoi, ou quelqu'un de plus important que moi que je retenais ce que j'avais en tête et mon énergie. Et donc, résultat des courses, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que le fait de demeurer dans cet environnement très start-up, bah, la place à l'intrapreneuriat était très forte. Et donc, j'ai pu comme ça me régaler avec un gros investissement, mais avec une capacité aussi de ne pas avoir de limite là-dedans, dans tout ça. Et donc, de me faire une expérience assez forte là-dedans, d'avoir la chance aussi d'un marché qui bouge beaucoup, très, très dynamique autour de l'innovation et donc des changements permanents qui font que tu as une carrière qui évolue très vite et donc tu passes de chef de projet à directeur assez rapidement et grâce à ça, de voir beaucoup d'aspects effectivement de ce que représente une vie d'entrepreneur. Et du coup, c'est le côté finalement pas de code qui t'a plu dans l'entrepreneuriat au début, la liberté que ça Ouais, permettait. totalement. La liberté, je trouve que ça, c'est un point clé. Mais c'est un point clé, c'est aussi parce que je sais peut-être pas faire l'autre, hein. Et justement, in fine, quand on s'est rencontrés chez nos amis de Accor, c'est aussi ce que je venais apprendre enfin. Presque, j'étais assez avancé dans ma carrière, mais j'avais envie de voir de ce qu'était le corporate, tout en étant quand même en dehors, donc d'en avoir une vision précise pour me rendre compte de qu'est-ce qui se passait quand j'attendais moi en bas des grandes tours. J'avais toujours l'impression de me dire, mais c'est pas possible, ils prennent une douche, pourquoi ils viennent pas nous chercher tout de suite? Pourquoi ils sont pas plus pressés? Et maintenant, j'ai compris qu'effectivement, il y avait un peu de boulot de l'autre côté aussi, Ok, ouais, ça a changé ta vision. complètement. Et ça m'a apporté plein de choses géniales. Et du coup, ça t'a Euh, apporté quoi, par exemple? bah, déjà, de me rendre compte que effectivement, il y avait d'autres complexités, qu'elles étaient tout autant intéressantes. On va pas se mentir aussi sur le fait d'avoir des moyens. Hein. D'un coup, quand tu as une agence de 50 personnes ou quand tu agis dans un groupe du CAC 40, ta force de frappe, elle n'est pas la même. Et d'un coup, en fait, d'avoir ce potentiel-là et aussi cette responsabilité et la pression que ça engendre, c'était vraiment super intéressant parce que ça pousse dans d'autres retranchements, une autre dynamique intellectuelle et tout ça très agréable parce qu'aussi plein de rencontres. Et finalement, le point clé de tout ça, à chaque fois, c'est quand même les rencontres, les moments d'échange. Et puis on s'aperçoit que même dans un groupe du CAC 40 où on est 300 000, in fine, ça se passe entre un groupe de 10 personnes qui a une capacité d'échanger et de faire des choses. Yes, effectivement. Après, moi, ce que je disais de l'époque de notre équipe, c'est qu'on était un peu les perturbateurs positifs de l'entreprise. Ouais, Donc, il y avait ouais, aussi c'est de ça, clair. un peu Oui, presque oui. de l'intrapreneuriat aussi à l'intérieur de Exactement. l'entreprise. Mais c'est encore ça. J'ai aussi cette chance-là de tomber avec une équipe comme celle-ci et pas de me retrouver dans quelque chose d'extrêmement cadenassé où là, effectivement, j'aurais certainement pas pu trouver l'intérêt Mm. que j'ai retrouvé ici. Yes. OK. Alors, du coup, euh, là, à travers toutes ces expériences que tu as pu avoir, à travers les différentes activités que tu as eues et tout ça, finalement, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Tu vois, quand tu étais le jeune entrepreneur du coup, si tu me dis c'est il y a 20 ans, donc de 20 ans, Mm. quand tu étais le jeune entrepreneur de 20 ans, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Et si tu devais recommencer aujourd'hui, tu vois, avec l'apprentissage actuel de ces 20 ans d'expérience, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu t'y prendrais différemment? Je m'y prendrais différemment. En fait, j'aurais aimé savoir que manager, c'est un métier. Mm. Manager, c'est un métier. Euh, Moi, en fait, de par mon énergie et le fait que je doutais de rien, on m'a donné un poste de manager, mais sans aucun code. Et après, en fait, j'ai passé mon temps à apprendre tous ces codes du management. C'est passionnant. C'est sans doute le job le plus dense en termes de compétences et de savoir, parce que c'est soft skills, hard skills, et etc., etc. Tout ce qu'on peut entendre de manière assez dense en ce moment. Mais derrière ces mots à la mode, il y a une vraie profondeur de connaissances à obtenir. Je pense que c'est une nécessité aussi d'expérience. Je ne pense pas qu'on naisse manager. Moi, j'avais, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu mon expérience de rugby et donc d'interaction avec les gens. Mais ça demande de la méthode, de la technicité. Il y a tout ça qui fait que, ouais, effectivement, j'aurais aimé avoir un background et de savoir qu'effectivement, manager, c'est pas juste je sais bien faire mon travail, je le fais vite et donc je vais aider les autres. Non, non, c'est quelque chose de bien différent. Et je pense qu'on fait souvent l'erreur de se dire, bah, lui, il est bon, donc on va le faire monter, on va le mettre manager.
Non, l'exemple type que j'ai eu après, souvent au-delà de moi, c'est avec les techniciens. C'est-à-dire que le super informaticien, tu te dis, tiens, bah, comme il est bon, on va le faire devenir manager, et là, il est catastrophique. Et en plus, il n'aime pas ça. Et Ouais, finalement, ce qu'il aime, c'est le code, et tu vas lui couper tout ce qu'il a envie. ouais, tout à fait. Donc je pense qu'effectivement, oui, les aspects management m'auraient permis de gagner du temps et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efficacité. Yes, non, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que, en fait, quelque part, tu peux même être manager sans avoir de la technicité. Ah ben, je pense que de C'est plus en par contre, plus, faut que tu même, as plus. Ouais, ouais, ouais. Il y a une vraie technicité du management. c'est ça, exactement. Il y a des méthodologies. Enfin, connaître l'humain, c'est quand même un point qui est sans fond. Et pour autant, quand on dit management comme ça, on a l'impression que c'est juste remplir des petites cases et de donner un coup de main sur tel ou tel produit ou un avis. Je pense que effectivement, le manager efficace de demain, et donc quand je dis manager, c'est un CEO, c'est n'importe qui gère un collectif, Le leader. le leader, doit justement assumer cette posture de leader et de ne pas d'avoir des avis une fois qu'il a su recueillir tout ce qui s'est passé autour de lui, Mm. et d'être vraiment un fédérateur du collectif. Yes. Et Fédérateur je du pense que j'ai collectif. longtemps été le Mm. contraire, de par mon parcours d'autodidacte, etc., etc. Quand j'étais très intuitif, j'avais plutôt tendance à prendre des raccourcis, à bousculer les choses, et ça va un temps. Mais en fait, dès que justement on monte en complexité, on s'aperçoit que ça ne fonctionne plus. Et je pense que ça, Ouais. j'en ai pris conscience justement quand on s'est rencontrés et que le niveau d'exigence, je l'ai toujours eu, mais là, c'était l'intensité de l'information. Pour le coup, même si on était effectivement une dizaine et on faisait des choses très denses entre nous, in fine, ça va toucher un groupe du CAC. Et là, l'intensité, elle n'est pas la même chose, la quantité d'informations n'est pas la même, la difficulté à mettre en place les choses ne sont pas les mêmes. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience. Et je pense que j'ai une formule comme ça qui m'a. C'est en travaillant sur l'intelligence artificielle que je me suis posé la question de l'intelligence collective. Mm. Ouais. Ouais, je me souviens à l'époque, moi aussi, hein, bah, du coup, quand on travaillait sur ces projets-là, en fait, de travailler sur l'intelligence artificielle, ça m'a fait aussi travailler Mm. sur bah, le côté fonctionnement aussi de l'intelligence humaine, enfin, Exactement. de décortiquer cette partie-là. Non, c'est hyper intéressant. Ben, Comment, parfois, ça fait c'est miroir, en drôle, fait. hein. Exactement. Parce que tous, hein, quand on parle, que tu écoutes 5 minutes, l'IA, etc., une espèce de grand truc. Et puis finalement, bah, je pense qu'au plus tu parles d'IA, au plus il y a de l'humain derrière. Enfin, là, Mm. avec l'expérience qu'on a eue, je pense qu'on est bien placé pour en parler. C'est-à-dire que le premier truc, on se disait, il y a beaucoup d'automatisation, et puis finalement, il a fallu monter une équipe de 15 personnes pour que cette automatisation se commence à peine à exister. Mm. Euh, donc, il y a beaucoup de fantasmes et de méprise autour de ce qu'est l'IA. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'a permis, c'est d'aller dans l'intensité technique comme ça, m'a vraiment ramené à beaucoup plus d'humains et au savoir-faire et aux méthodologies pour justement optimiser le collectif. Ouais. Yes. Et justement, alors du coup, tu me parles de ça qui a été un peu un challenge finalement pour toi de comprendre justement cette fédération du collectif. Est-ce que tu dirais que c'est ça ton plus gros challenge sur enfin, sur l'ensemble de ces années d'entrepreneuriat, ou est-ce que tu vois quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a Parce un que challenge une comme ça fois, qui t'a marqué particulièrement? ouais, je pense que c'est toujours ça. Parce que même si tu vois, j'écoute aussi beaucoup de podcasts, les entrepreneurs, etc., etc. Et même maintenant, les fonds font attention à, OK, ton co-founder, est-ce que tu vas correctement t'entendre avec lui, comment vous avez réparti les choses, etc., etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu écoutes un peu l'histoire des entreprises, c'est soit j'ai pas assez de fonds, soit je me suis embrouillé avec mon founder. Hmm. Et ça, c'est quand même des points clés. Et tu t'aperçois que finalement, quand tu arrives à avoir un vrai collectif, tu optimises ce collectif à fond, etc., tu arrives à résoudre des problèmes qui sont immenses. Parce que tu peux pas avoir tout dans une seule tête. Aujourd'hui, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'un Yes. seul cerveau ne peut pas résoudre les problèmes du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est extrêmement dense en termes d'information. Hmm. Donc cet apport du collectif, ne serait-ce que de manière mécanique, là aussi, hein, c'est-à-dire que c'est des joules, vraiment, qu'on arrive à additionner. Après, effectivement, la connexion entre les cerveaux, c'est pas un Lego, donc il faut justement y apporter un peu de méthode et de savoir-faire. Hmm. Mais une fois qu'on a réussi ça, c'est-à-dire que ça ouvre des portes qui sont énormes.
Yes. Enfin, j'ai travaillé là justement, j'ai coaché aussi une personne qui lançait, qui lançait son entreprise avec un partenaire, enfin, avec deux partenaires. Et il y avait vraiment une notion de prendre sa posture dans ce partenariat. Il y a aussi quelque chose de l'ordre du collectif qui, à un moment donné, comment tu fais fonctionner pour que, enfin, comment tu fais fonctionner cette équipe-là de partenaires, chacun ayant sa place, mais chacun ayant son rôle à jouer et à Bien sûr. apporter aux autres, quoi. C'est hyper important. Mais in fine, le groupe est une entité. Ça crée une nouvelle entité, quoi. Il faut l'aborder, le comprendre, y passer du temps. Mm. C'est souvent quelque chose qu'on néglige. Mais il faut y passer du temps, il faut l'entretenir. Parce qu'au départ, tu le fais de manière un peu sous le coude comme ça. Moi, pendant longtemps, justement, jeune, etc., c'était le management par la bière et la pizza, quoi. Puis tu passais un peu plus de temps, puis tu buvais une bière après, puis c'est ça. Mais le management par la bière, au bout d'un moment, il finit par trouver sa limite. Ouais. Et même s'il est agréable et qu'il y a plein de côtés efficaces et qu'il ne faut pas l'oublier, moi, je l'utilise encore au quotidien. C'est aussi le fait de créer un lieu. Hein, c'est Mm. qu'on est aussi dans l'accueil et ça joue beaucoup, mais c'est pas suffisant. C'est pas Ouais. suffisant, encore une fois, par rapport à la densité du monde dans lequel on vit aujourd'hui et les challenges qui se présentent à nous. Yes. Et justement, du coup, aujourd'hui, là, tu me reparles de ton projet, donc House of Co-Design à Bruxelles. Mm. Quand je t'ai connue, effectivement, on était vraiment 100% digital. Là, tu allies un projet qui est entre le physique et le digital. Mm. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre en place ce projet? Parce que là, du coup, tu me parles de l'histoire de fédérer le collectif. Est-ce que c'est ça aussi qui était au cœur de ce sujet-là? Est-ce qu'il y avait d'autres envies chez toi aussi au moment où tu as monté cette activité? House of Co-Design, en fait, c'est le résultat de tout mon apprentissage au long de ces années. Et des constats aussi bien business, parce que quand justement tu travailles dans un grand groupe et que tu veux travailler les gens de manière un peu différente, tu te heurtes à la logistique de la tour ou je ne sais quoi, les bureaux qui ne sont pas prévus. Et nous, on voudrait coller des trucs partout contre les murs, il faut qu'on puisse s'écrire. Et puis finalement, c'est pas dispo. Et puis attention, fais pas ci, fais pas ça. Donc, des espèces de trucs comme ça. Ça rappelle des Euh, souvenirs. et voilà, qui sont pas toujours cool, quoi. Mais qui étaient des challenges quand même qu'il fallait les résoudre. Donc, moi, ça m'a permis de me poser des questions là-dessus. Et puis beaucoup de moments aussi où j'ai pu faire des super stratégies avec des super équipes. Et puis, tu n'as quand même pas vu tout le monde. Et puis, tu as oublié ceci. Et puis, tu n'as pas pu en prendre en compte cela, etc., etc. Et ce qui fait qu'en fait, et puis après aussi le côté non transformatif de certains dispositifs. C'est-à-dire que je me rappelle encore faire une super application pour un grand groupe de bricolage français. On fait une application tellement géniale que quand le client arrive, il est plus informé que le vendeur en boutique. Ah oui, en Et tu te effet. dis, ah ouais, mais là, on est sur un truc, effectivement, on n'avait pas pu voir tout le monde. Disons qu'on a fait un truc juste avec la direction client, qui n'ont Mm. pas voulu prendre en compte le truc. Et donc, l'aspect transformatif, il ne va pas du tout être là. On n'embarque pas les gens avec nous. Et en plus, comme on ne les embarque pas, on oublie. Et puis, comme on ne les a pas embarqués, ça devient des ennemis de cette stratégie. Donc, c'est avec tout ça aussi, et puis cette évolution aussi de la société. Hein, c'est qu'à un moment, là maintenant, quand j'ai commencé, ne pas être dans le digital, c'est pas très compliqué, c'était pas très grave. Là, Mm. aujourd'hui, c'est des vrais malaises, c'est des vraies difficultés, c'est des emplois qui sont en danger. Et donc, c'est cette envie aussi d'avoir quelque chose de plus efficace et en même temps quelque chose de plus humain. Et puis, de manière très personnelle aussi, c'est une capacité de regrouper deux choses qui sont un peu dans mon ADN. Mon père était chef cuisinier, j'ai toujours beaucoup aimé être dans l'accueil, etc., etc. Et en fait, l'idée, c'était d'être à la croisée des chemins sur ce que j'aime faire et ce que je sais faire. C'est-à-dire que ce que j'aime faire, voilà, boire l'apéro avec mes potes, être dans ce truc du rugby et de la convivialité. Et en même temps, ce que je sais faire, c'est effectivement parler, échanger autour du digital et avoir quelques méthodologies pour faciliter tout ça. Et donc, quand j'ai rencontré Éric Lemoine, qui est le premier fondateur de House of Co-Design à Paris, et que je l'ai vu créer ce lieu pour avoir cette capacité d'être vraiment nickel sur l'accueil des groupes pour qu'ils puissent travailler ensemble, et en même temps d'avoir cette capacité de les faire venir chez toi. Ça alignait un nombre de questions et de problématiques que je pouvais rencontrer au quotidien qui étaient folles. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de faire ça à Bruxelles de manière extrêmement qualitative parce qu'avec un super partenaire aussi. Et résultat des courses, voilà, je me retrouve dans quelque chose dont je suis
extrêmement content et qui en plus a un impact sur les groupes avec lesquels je travaille qui est fort à tous les niveaux, que ce soit l'impact de la salle et la qualité qu'on a pu y mettre dedans, et la méthodologie et la capacité d'accélérer les choses qu'elle peut apporter. Donc c'est extrêmement satisfaisant, même si c'est encore que le début, mais c'est très satisfaisant parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont là et qui se sentaient très loin du digital parfois, très loin et enfermés dans des complexités de l'organisation, etc., et qui d'un coup, en une journée, se disent « Ah ouais, on a avancé. Ah oui, là, je sens que je vais retenir ça. » On fait pour ça aussi, pour qu'ils prennent conscience, beaucoup de retours sur l'expérience. Qu'il ne se passe pas une demi-journée ou une journée sans qu'on demande aux gens okay, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent à conscientiser tout ça. Et donc, ça donne des échanges extrêmement riches. Et donc, là, encore une fois, on peut faire une plateforme d'IA. In fine, c'est des humains au milieu. Et donc, avoir des rencontres et des moments d'échange qui sont géniaux, quoi. Et du coup, là, si tu devais me citer, par exemple, un exemple de transformation ou un exemple d'un de tes retours clients que tu as eu, justement, qu'est-ce que ça lui a apporté, comment ça a transformé, justement, sa manière de travailler ou sa manière d'envisager son activité, ce serait quoi? Alors là, on a travaillé il y a peu de temps avec l'ARES, qui est l'organisation qui s'occupe des études supérieures en Belgique pour Wallonie-Bruxelles. Et en fait, ils avaient un challenge évidemment extrêmement important, c'est celui de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap à tous les auditoriums. Donc ça fait un challenge qui est assez dense parce que vous avez le scope de la situation de handicap qui est très large, c'est-à-dire que je suis dysorthographique à je vis dans un fauteuil avec un accompagnateur, etc., qui fait que voilà, on a un scope qui est extrêmement large à traiter, des lieux différents, etc., etc. Et donc, ils se retrouvaient un peu bloqués parce que des moyens limités, et comment impacter quand même tout le monde pour arriver à traiter tout ça. Et donc, on a créé avec eux un programme qui nous a permis de déjà les bousculer sur la manière de faire, sur le fait d'aller chercher de l'information, sur le fait de faire venir avec nous aussi dans ce qu'ils appelaient eux le groupe de travail, même si nous on n'appelle pas ça comme ça, mais dans ce groupe de travail des élèves en situation de handicap. Ce qui est quand même un peu particulier parce qu'eux travaillent sur le sujet depuis des années, mais ils n'avaient jamais eu l'idée de se dire tiens, on va demander à des élèves de venir avec nous pour en parler. Ouais. Donc déjà, c'était un premier choc culturel pour eux sur le fait de leur dire mais on va faire ça vite, on va demander aux gens et si c'est pas bon, on fait autrement, etc. Donc de se mettre ce que nous on va appeler dans une disponibilité d'agilité, ce qui était déjà un petit choc pour eux. Et ensuite, autour de ce workshop, d'arriver à les faire travailler en groupe avec des gens différents. Cette différence-là amène justement de la densité et quelque chose de très intéressant sur les points de vue et la réflexion que ça va amener. Et en fait, en une journée, on a réussi à structurer 2 idées de dispositifs digitaux et en termes de workflow aussi, d'échange d'informations pour aller faciliter la vie de ces élèves et de ces étudiants en situation de handicap. Et donc là, début septembre, on doit encore présenter ce projet-là à toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ce qui était génial, c'était déjà aussi le retour des équipes live qui étaient crevées à la fin de la journée. Ouais. Alors vraiment crevées, mais qui étaient extrêmement contents, un échange d'énergie fou, et puis des résultats tout de suite. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à trouver des solutions. En plus, à Bruxelles et en Belgique, c'est le pays du compromis. Et ils se retrouvaient en permanence dans une espèce de compromis mou qui fait qu'ils n'arrivaient à rien. Là, via la méthode, donc le design thinking et le co-design, pour rentrer un peu dans le détail, on a réussi à les amener à une solution en une journée qui leur permet de se dire ah ouais, on a cette solution-là qui est clé, on a plein d'autres pistes derrière, donc une satisfaction d'avancer, une satisfaction de se dire mais on peut innover, on le sait faire nous-mêmes, parce que ça vient d'eux aussi. Nous, on est là que pour les encadrer. Et puis après, avec pour ma part, ma double culture justement de faciliter cette réflexion avec eux et de les accompagner sur la faisabilité et l'intensité technique du résultat. Donc super agréable parce que là aussi, on se dit, ouais, c'est que si je dois caricaturer ce que je disais souvent, c'est que optimiser les nuitées pour le groupe Accor, c'est cool. Changer la vie de gens que tu vois en direct qui sont déjà dans une situation de handicap qui n'est déjà pas facile et de se dire, demain, ils vont avoir un parcours étudiant plus sympa
parce qu'on a réussi à mettre l'innovation des GAFAM au service d'une cause un peu plus sympa, ça fait une fin de journée qui est quand même extrêmement agréable. Yes. Les GAFAM, peut-être pour ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, je précise, Merci. mais c'est les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. voilà, donc en gros, les Les monstres grosses qui sociétés. constituent notre vie quotidienne de manière énorme. Voilà. Et puis, mais d'ailleurs, c'était un échange assez vif et difficile avec ce groupe-là. Parce qu'à un moment, je fais référence justement dans ma démarche à ces monstres, et en particulier Amazon qui passe pour le diable. Mais ce qui est intéressant, au-delà de tous les mauvais aspects d'Amazon, c'est la capacité d'efficacité et d'efficience qu'ils ont. Il y a zéro chose qui sont dues au hasard. Ils ont une capacité à créer de la valeur qui est énorme. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher l'inspiration de ces boîtes-là pour essayer d'injecter, peut-être sur le plus grand écart du monde aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que l'efficacité et l'efficience d'un groupe américain comme celui-ci dans une structure étatique européenne qui est composée donc des fonctionnaires. Mais finalement, ça arrive, on y arrive. Et quand on fait attention à l'humain au milieu, on arrive à créer une mayonnaise qui est très sympa. Yes. Et du coup, justement, tu me parles de certains de ces aspects-là. Le côté un peu aussi challenge que ça peut avoir avec prendre des éléments de grosses boîtes et de pouvoir l'apporter à d'autres et tout ça. Je sais que tu m'as parlé aussi finalement du changement culturel aussi que ça a été pour toi, puisque finalement, tu as travaillé longtemps en France, même si tu as habité en partie à Bruxelles, mais c'est aussi là en ce moment là tu travailles et tu vis à Bruxelles. Je crois que tu m'as dit aussi voilà, que c'était un challenge pour toi. Parmi tous ces éléments-là, qu'est-ce qui t'a surpris le plus quand tu as mis le projet en cours, le projet House of Co-Design en place? Ça a été quoi un peu tes éléments de surprise, les challenges que tu as eu à vivre en fait? Déjà, il faut se rendre compte que selon la connaissance qu'on a de la Belgique, on peut avoir quelques surprises. Même, j'en avais conscience de certaines choses, mais après de le voir et de le vivre, quand il y a quelque chose d'autre. Déjà, c'est que 60% du pays ne parle pas français. Et parle néerlandais, qui est enfin même le flamand, qui est un espèce de patois du néerlandais, donc qui représente déjà un challenge parce que de plus en plus, les néerlandophones parlent anglais ou pas, et de moins en moins français. Donc ça commence à être c'est un sujet, en fait, à chaque fois que tu rencontres un client ici, mais dans quelle langue on va le faire? Et donc de ne pas pouvoir leur proposer le néerlandais, mais juste le français et l'anglais, peut être parfois une difficulté. Et puis après, des enjeux culturels plus profonds. Par exemple, paradoxalement, je me suis aperçu qu'un Français un peu énervé comme moi est quand même un peu plus proche des néerlandophones que des Wallons, qui, eux, sont plus dans une dynamique un peu plus cool. Et donc, d'arriver avec une grosse énergie peut parfois un peu les surprendre et d'être dans un truc un peu difficile. Donc là aussi, un réapprentissage très intéressant, mais des touches culturelles qui sont importantes à respecter. Et puis là, quand on prend le cas, même parfois de manière très logistique, c'est-à-dire que les Belges commencent beaucoup plus tôt que les Parisiens et que les Français globalement. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver assez vite et c'était aussi un des intérêts d'avoir ma salle. C'est-à-dire qu'un groupe qui me dit on aimerait bien commencer à 7h30 du matin, c'est possible. Sauf que c'est possible, mais pour moi, parisien qui a mes petites habitudes, ça pique, clairement. Mais c'est aussi, ça veut aussi dire finir sa journée à 15h30. Ouais. Donc voilà, c'est plein de petits moments comme ça d'ajustement qu'il faut arriver à découvrir. Et là aussi, où justement, ma volonté, c'était d'être très agile et d'être très à l'écoute. Ça m'a permis de changer plein de choses, même sur des détails qui sont bêtes, hein. Mais même sur le café. Voilà, des habitudes qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que j'ai fait mes courses avant le lancement de la salle en achetant 100 petites tasses d'expresso. Non, pas de capsule, surtout pas. On est extrêmement des tasses. Okay. Des petites tasses. Sauf qu'en Belgique, en fait, tout le monde boit des grands cafés au lait. Ah, ok. Donc, avec mes petites tasses, en fait, il y en a plein qui n'ont jamais été utilisées parce que personne ne boit des expressos. Donc, voilà, encore le genre de détails qui sont bêtes, mais qui, in fine, quand vous vous retrouvez avec un grand groupe
tout le monde a besoin de grandes tasses et que vous avez acheté 100 petites tasses, ben, ça ne marche pas. Donc, c'est toutes ces aptitudes-là. Ouais, j'aurais dû faire peut-être plus de tests pour demander voilà, quel café vous voulez, etc. etc. Mais voilà, des petits apprentissages qui sont clés pour faire en sorte d'aboutir à ce que je veux moi, c'est quelque chose qui soit extrêmement précis et qui réponde vraiment aux besoins de nos clients et, j'allais dire, de nos utilisateurs. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand ils vont venir chez nous, il faut que ce soit une expérience utilisateur sans aucun reproche. Et ben, d'un coup, effectivement, d'avoir acheté 100 petites tasses, c'était un problème. Yes, mais de toute façon, dans tous les projets, il y a une partie de ce qu'on appelle test and learn, quoi. C'est Exactement. mettre en place et apprendre et par itération Tout à fait. pouvoir Donc, on retourne chez optimiser au fur et à Ikea mesure. et on achète des plus grandes tasses. C'est ça. OK. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de co-design et de design thinking à un moment donné. Est-ce que tu veux bien en dire un peu plus aux auditeurs qui connaissent sans doute pas du tout, enfin, en tout cas pour certains, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et c'est quoi les bénéfices de ces deux notions? Yes. Alors, déjà, commencer par le design thinking, qui est vraiment la base. Euh, pour donner un ordre d'idée, déjà, aujourd'hui, dans votre journée, vous allez croiser des choses qui ont été pensées par le design thinking. Déjà, vous avez un iPhone, vous avez un ordinateur, vous êtes connecté sur un site web. Il y a 95% de chances que vous ayez eu affaire à quelque chose qui a été pensé par le design thinking. Donc, le design thinking, pour faire un peu d'histoire, ça a été inventé dans les années 60 par une boîte qui s'appelle IDEO et qui a développé, qui a optimisé sa méthode et qui est vraiment une démarche de pensée qui, selon les interprétations, a plus ou moins d'étapes. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a 5 étapes clés, qui est vraiment l'inspiration, d'arriver à regarder un peu ce qui se passe autour, qui est ensuite l'empathie, qui est vraiment un élément clé, et ça mérite pour moi être vraiment le point où tout se passe. C'est-à-dire que l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'utilisateur. Et comme disait Jobs, si l'utilisateur a un problème, c'est qu'on a un problème, nous. Donc l'empathie, ensuite l'idéation, et là-dedans, c'est là où on va avoir le plus une espèce de boîte à outils du facilitateur pour justement optimiser ces moments qu'on peut, brainstorming, etc., d'échange d'idées, pour arriver à maximiser tout ce qu'on peut faire. Ensuite, un autre point clé, c'est le prototype. C'est-à-dire que donner vie à une idée. Et ça, c'est vraiment pas neutre. Et en plus, tout peut être prototypé. Donc ça, c'est un point clé. Et ça, c'est vraiment pas neutre parce que c'est, à mon avis, à ce moment-là, que se créent les problèmes que tu vas retrouver dans un projet. C'est-à-dire que c'est parce que tu t'es pas mis correctement d'accord à ce moment-là que je t'ai dit oui, mais je vois ça comme ça, etc., qu'on est resté dans quelque chose d'oral où moi, j'ai eu une vision, tu as eu une vision, on était sur le même vocabulaire, sur les mêmes échanges, on a partagé le même trajet intellectuel, et pour autant, on n'a pas tout à fait la même vision, et in fine, quand ça sera fini, on va savoir que ça ne va pas, et on aura un problème. Donc, cette phase de prototype, elle est vraiment clé pour pouvoir partager et donc être dans quelque chose de très concret. Et ensuite, la partie test. Vraiment, tout de suite, pousser ça, pousser la chose qu'on a, l'organisation, la vision, l'expérience, c'est pour ça qu'on parle d'expérience, un test utilisateur tout de suite pour pouvoir très vite itérer et créer une boucle et remettre en cause les choses. Parce que moi, je crois qu'il y a un point clé, c'est que la seule chose qu'on sait, c'est qu'à un moment, il faut le pousser très vite à l'utilisateur pour qu'il vous donne ses retours. Et encore une fois, ce n'est pas un site web, une application, ce n'est pas lié qu'à ça. Toute expérience, en fait, peut être proposée à un utilisateur et améliorée grâce à ça. C'est pour ça que je disais, même pour les tasses, j'aurais pu faire plus d'études justement pour savoir que mes amis belges buvaient des cafés allongés et au lait plutôt que des petits expressos comme nos autres parisiens. Oui, tout à fait. Donc, ça peut vraiment ça, servir exactement. à toutes sortes de choses. Ça, c'est le design thinking. Et ensuite, le co-design, c'est le fait de pouvoir vraiment intégrer les utilisateurs et une diversité de personnes dans ces étapes-là. C'est-à-dire que le design thinking, je peux le faire tout seul. Je peux être seul à deux et on prend ces étapes-là et on arrive à résoudre un certain nombre de points. Nous, on a voulu intégrer à cette pratique-là le co-design pour faire en sorte que justement, par rapport à une organisation, on ait un double impact, c'est-à-dire qu'on soit plus capable dans l'innovation. Parce que justement, au moment de l'empathie, quand tu as des gens qui viennent de différentes sources, ils vont avoir un point de vue très différent. Et donc, presque dès la naissance de ton idée, tu vas avoir presque ce test que tu vas apporter par rapport à des utilisateurs, même s'ils sont intégrés avec toi, pour avoir plus de densité intellectuelle. Et ça, c'est vraiment clé sur l'échange. Et ensuite, ça a aussi un autre impact, c'est l'impact transformatif.
C'est quand la personne a vu depuis le début pourquoi il y a cette innovation, et je souligne le mot pourquoi il y a cette innovation, d'un coup, en fait, elle va comprendre et donc beaucoup plus être une capacité d'être un ambassadeur de cette transformation, de cette innovation-là, que j'étais à mon bureau et d'un coup, on arrive en me disant, tiens, en fait, maintenant, à la compta, il y a un ERP qui fait ci, ça, machin, etc., qui fonctionne comme ça. Et là, tu te dis, ah oui, mais en fait, là, ça ne veut rien dire, et pourquoi ils ont fait ça comme ça, et je ne comprends pas, etc. Et donc là, tu vas te créer un ennemi à vie qui va faire en sorte que ce truc-là ne fonctionne pas. Et donc, c'est comme ça qu'on voit souvent dans les grandes organisations, ou même les petites organisations, une innovation nécessaire, mais qui pour autant n'avance pas, parce qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe. Donc, le co-design, c'est cette capacité de vraiment structurer notre réflexion via le design thinking en injectant tout de suite de la diversité. Yes. Tu me parles là justement du pourquoi. J'ai vu dans ta méthode aussi que tu utilisais pas mal le Golden Circle de Simon Sinek sur tes ateliers, de cette nécessité du pourquoi. Est-ce que tu veux bien nous en dire aussi un peu plus? Parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ce chemin un peu du pourquoi qui est à la base aussi de cette méthodologie. Tout à fait. C'est vraiment fondamental. Je recommande à tout le monde, je pense que c'est nécessaire dans une vie, mais même au-delà dans une vie d'entrepreneur, d'aller voir cette vidéo de Simon Sinek. Elle est géniale. Et c'est pour ça qu'il y a eu quelques vues dessus, spectaculaires sur YouTube pour ça. Il explique la puissance du pourquoi. Et il met en place ce qu'il appelle le Golden Circle, qui est in fine quelque chose qui est fait vraiment pour la communication. Mais si j'insiste juste sur la partie du pourquoi, en fait, vous vous apercevez dans votre vie, au quotidien, dans quoi que ce soit comme action, dès que vous avez un rapport et une vision claire sur votre pourquoi, vous allez avoir une facilité derrière à dérouler les choses qui va être énorme. Moi, j'ai vu vraiment pendant mes ateliers des moments où justement on travaille sur le pourquoi d'une société, le pourquoi d'une organisation, le pourquoi d'une innovation, des gens s'illuminer parce que d'un coup, en fait, ils ne s'étaient pas posé la question. Et donc, être dans une espèce de truc de je vais au boulot, mais je ne sais pas pourquoi, et j'avance, je ne sais pas pourquoi, etc., etc. Et d'un coup, quand ils le trouvent, vraiment, cet alignement que ça crée. Et puis, on s'adresse vraiment à une partie du cerveau qui est particulière par rapport à ces éléments-là. C'est-à-dire que c'est difficile de les... et il l'explique très bien d'ailleurs, Simon Sinek, dans son livre aussi, c'est difficile à un moment d'expliquer pourquoi je suis amoureux. C'est un truc qui est vraiment là, qui est pas si simple que ça. On va donner des explications, mais c'est rarement la réalité du pourquoi. Et donc, c'est pour ça que travailler autour de ce pourquoi et la puissance du why est vraiment un élément clé pour arriver à donner une trajectoire, une vision commune. Et justement, à partir du moment où on a cette trajectoire, cette vision commune autour de ce pourquoi, d'un coup, en fait, vous allez avoir les équipes qui vont avoir plus de facilité à dérouler ce pourquoi, plus de moments de capacité d'autonomie. Enfin, c'est une espèce de vraiment, c'est Juvamine, le pourquoi. Parce qu'une fois que j'ai mis le pourquoi dans mon organisation, que je l'ai travaillé, que je l'ai poli, que je l'ai présenté à tout le monde, que c'est acquis pour tout le monde, j'ai une capacité à avoir une équipe qui est alignée autour de ça et qui donc va retirer des bénéfices qui sont énormes, encore une fois, en termes d'autonomie, donc en termes d'efficacité, donc en termes de productivité, etc., et en termes de bien-être aussi. C'est-à-dire que le pire, et on le voit souvent, les bullshit jobs, etc., je suis dans une grande tour, encore une fois, et je ne sais pas ce que je fais là. J'ai un super job, machin, mais je ne sais pas ce que je fais là, à quoi ça sert. Là, d'un coup, en fait, quand je me suis dit avec un pourquoi, il y a toutes ces problématiques qui tombent et donc tous les aspects bénéfiques qui en ressortent, qui permettent d'aligner tout ça. Et je le conseille vraiment à tout le monde de le faire pour soi, de trouver un moment son pourquoi et de le faire en groupe après, autour de chaque moment clé de la boîte. Encore une fois, n'importe quelle innovation demande un pourquoi. Quand vous arrivez à la fournir à un collectif, c'est un accélérateur colossal. Tout à fait. Ça me parle aussi beaucoup parce qu'effectivement, en coaching, c'est un des éléments clés aussi. Si le pourquoi n'a pas été travaillé ou a été travaillé peut-être pour de mauvaises raisons parfois aussi, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. J'y reviendrai, je pense que je ferai complètement un épisode entier de podcast là-dessus, mais c'est vraiment la différence entre les motivations extrinsèques, celles qui viennent en dehors de soi et OK, bof, quoi. Et par contre, des motivations intrinsèques, celles qui viennent vraiment de l'intérieur de nous et qui nous font bouger de dingue, quoi. Enfin, c'est celle-là qui nous surmotive. Mais là, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, je conseille vraiment son livre. Il existe en audio. Parce que moi qui fais un peu de route, et puis comme je cuisine pas mal, etc., je me le remets souvent.
en audio, j'ai dû l'écouter 5 ou 6 fois sur les 4-5 dernières années, parce qu'il y a toujours des trucs géniaux à aller chercher dans ce bouquin. Et puis, ouais, c'est un peu comme faire du sport, quoi. C'est-à-dire que vraiment, il y a besoin de se le remettre parfois pour repasser par toutes les cases. Il y a des explications, il y a des cas qui sont vraiment intéressants. C'est quelqu'un qui bossait dans la com et la pub avant de devenir un conférencier comme il l'est aujourd'hui. Et ouais, ce bouquin est passionnant et je pense que c'est vraiment clé quand on veut se lancer, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, de lire ce livre. C'est Mm. vraiment un moment clé. Encore une fois, moi j'ai vu des visages se transformer juste quand j'ai présenté la vidéo pendant un pitch. Déjà, mais waouh, ça pose plein de questions, ça ouvre plein de points. C'est ouais, non, c'est fou parce que c'est 3 lettres, enfin le why, c'est 3 lettres, mais qui peuvent arriver à bousculer vraiment beaucoup, toute une organisation des gens et être la source de plein de changements. Mm. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Donc, comme ça, si vous écoutez l'épisode, vous pourrez trouver les liens. Je mettrai le lien vers la vidéo et peut-être si je trouve du coup vers l'audio, tu m'aideras peut-être, Florent. Oui, pas de souci. Ça marche. Ok, j'aimerais qu'on parle d'un autre truc aussi parce que je sais qu'on est raccord là-dessus, parce que moi ça me parle beaucoup et je sais qu'à toi aussi. La fameuse phrase on a toujours fait comme ça. Attention, là, je peux même m'énerver. Hein. Voilà. On a toujours fait comme ça, c'est la phrase la plus dangereuse du monde. Nous, elle est maintenant à l'entrée des House of Co-Design. C'est-à-dire qu'on l'a écrit en grand, et pour qu'elle reste à l'extérieur, on a toujours fait comme ça, c'est la phrase la plus dangereuse du monde, euh, parce que vraiment, c'est la source de beaucoup de nos problèmes. Et pourtant, je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement naturel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai réfléchi justement à tous ces éléments-là, en fait, tu t'aperçois que notre cerveau n'est pas fait pour être en permanence en train de se chambouler et de se dire, tiens, si on changeait. C'est une consommation énergétique qui est trop importante. Donc, notre cerveau est en permanence en train de créer des biais pour nous mettre justement dans une routine et faire en sorte qu'il ne consomme pas trop. Donc, de faire comme on a fait avant, c'est naturel. Et pour autant, c'est notre plus grande difficulté. Pour te donner un ordre d'idée de tellement chez moi, c'est un point clé. Donc, c'est une phrase qu'on attribue à Grace Hopper, qui est une femme qui a inventé pour moi l'informatique moderne, parce que c'est elle qui a créé le COBOL. Pour ceux qui voient un peu l'informatique, c'était vraiment après le 0 et le 1, le premier langage qui nous a permis d'interagir entre, euh, entre l'homme et la machine, quoi, si je peux un peu simplifier tout ça. Elle a en plus un parcours de vie qui est incroyable parce que elle faisait un mi-temps à l'époque, un mi-temps assez sympathique, c'est-à-dire qu'elle était à mi-temps chercheuse au MIT, déjà quand même sympathique comme mi-temps, Un beau et mi-temps, l'autre ouais. partie, comme on était dans une période assez difficile pour les États-Unis, elle était dans l'US Navy pour calculer la trajectoire des missiles au cas où il y a un problème avec l'URSS. Donc, quelqu'un d'assez incroyable. Puis en plus, informaticienne, chercheuse, à une époque où ça n'existait pas encore. Enfin, déjà, aujourd'hui, des informaticiens, on n'en a pas beaucoup, mais on peut imaginer à l'époque. Et donc, en fait, c'est pourquoi ça me tient tellement à cœur, c'est que même là, il y a quelques semaines, j'ai poussé ma fille à faire un, une présentation autour de Grace Hopper. Et j'étais très content de la voir découvrir tout ça, de lui donner aussi un rôle modèle féminin qui est dans les années 60-70. Et elle s'est régalée à découvrir tout ça, l'impact que ça a, l'informatique moderne, etc. etc. Et donc voilà, un rôle modèle qui est pour moi assez fort autour de Grace Hopper. Cette double casquette, à mi-temps, quand même loin d'être thérapeutique. Et in fine, un impact assez dingue sur on a toujours fait comme ça. Et puis on le voit au quotidien, c'est-à-dire que si c'est pas exactement cette phrase-là, si c'est pas exactement cette tournure, notre cerveau nous pousse à devenir un biais, à se dire ouais, mais on l'a toujours fait comme ça, ou sous une forme ou une autre. Et donc c'est vrai que je me régale d'utiliser en permanence cette phrase comme un mantra, et je pense que c'est un peu justement nous, notre pourquoi. Chez House of Co-Design, notre mission, c'est de secouer les organisations pour faciliter les transformations et l'innovation. Et effectivement, dans le fait de secouer un peu les organisations, d'arriver, de réaffirmer ce problème-là, est déjà un premier enjeu, quoi.
Ouais, mais ça me parle beaucoup. Je t'avais dit, du coup, moi, c'est sur mon pied de page de site, mon footer de site, où il y a la citation d'Einstein qui est la folie est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Ouais, Donc, ouais, ouais. provoquer Non, le changement mais aussi, savoir ce que tu veux, quoi, quelque bien part. sûr. Ah, mais c'est exactement ça. Et, euh, et en plus, cette phrase-là, tout le monde peut être d'accord là-dessus. Ça va de se le dire. Le problème, c'est de le mettre en œuvre, comme d'habitude. Mm. Et donc, c'est pour ça que nous, on l'a vraiment mis contre le mur et qu'on l'a mis dehors. C'est-à-dire, quand les gens arrivent chez nous, ils sonnent à la porte et d'un coup, ils vont être obligés de tomber sur cette phrase-là pour les mettre un peu dans l'ambiance, quoi. Je voulais aussi te poser la question de qu'est-ce que tu fais comme parallèle aujourd'hui entre ce que tu fais aujourd'hui dans ton activité, c'est-à-dire la partie co-design, la partie design thinking et l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as appris, tu vois, dans ces domaines-là et qui t'aide aussi au quotidien dans ta vie d'entrepreneur? C'est même plus qu'un parallèle, hein. C'est un miroir total. En fait, à chaque workshop, je monte une petite boîte avec mes clients. Ça pourrait, mais d'ailleurs, certains de nos workshops ont abouti à des sociétés. Il y a deux gros exemples sur House of Co-Design à Paris. Le premier, c'est Pix. Pour ceux qui ont des enfants ou qui bossent dans des très grands groupes, ils vont en entendre parler ou ils en ont déjà entendu parler puisque c'est une plateforme qu'on a mis en place avec le ministère de l'Éducation qui permet de connaître son niveau en digital et qui aujourd'hui est un élément référent qui permet de dire, voilà, sur mon CV, je suis à tant de Pix. Et donc, on est parti d'un atelier et in fine, ça a créé une société où ils sont à peu près 50 et je crois qu'il y a 5 millions d'utilisateurs in fine de cette plateforme-là. Donc, c'est dire à quel point est le parallèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je pense que dans nos ateliers, on ne fait que proposer notre expérience et notre méthodologie d'entrepreneur. C'est-à-dire que je pense que d'avoir une vision assez précise de ce qu'est le design thinking et le co-design, pour un entrepreneur, c'est à mon avis clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une spécialisation dans laquelle j'ai voulu, moi, me fixer, mais une création d'entreprise où on va utiliser justement les étapes, ne serait-ce que les étapes, au-delà après des outils et tout ça qui vont à l'intérieur, mais ne serait-ce que les étapes de réflexion du design thinking, je pense qu'on peut résoudre déjà une phase importante de beaucoup des problèmes qu'on a. Parce qu'après, une fois qu'on a résolu cette dynamique intellectuelle, ce qu'il reste de l'entrepreneuriat derrière, c'est l'énergie pour arriver à mettre en place ce plan, quoi. Et effectivement, quand on le fait dans un workshop et qu'on y met les autres ingrédients, ben là, on regroupe justement cette partie-là, c'est-à-dire que cette dynamique intellectuelle, plus l'énergie nécessaire, parce que justement, en tant que facilitateur, on a un devoir aussi d'injecter beaucoup d'énergie et de Mm. dynamisme pour pouvoir animer et faire en sorte que tout ça se passe bien. Donc oui, un parallèle absolu. En fait, moi, c'est encore une fois, hein, pour moi, c'est la résultante de mon expérience en tant qu'entrepreneur et de la capacité de la mettre à disposition dans un canevas structuré. Parce que sinon, c'est un peu compliqué, parce que, encore une fois, ça fait 20 ans, donc au bout d'avant, ça pourrait être un bazar terrible. Et c'est pour ça que c'était aussi ça, en rencontrant Eric à Paris, en le voyant faire comme ça, je me suis dit, bah ouais, je sais le faire, j'ai envie de le faire, et c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner et d'aider les boîtes avec lesquelles je bosse. Mm. Est-ce que si tu veux rajouter d'autres choses aussi, est-ce qu'il y a d'autres éléments de mindset voilà, qui t'ont aidé au fil du temps dans tout ton parcours d'entrepreneuriat, même avant House of Co-Design, mais Mm. est-ce qu'il y a des choses voilà, qui ont été hyper clés pour toi, des apprentissages sur la partie mindset, état d'esprit, qui ont vraiment créé des paliers, qui ont fait des différences? La curiosité. In fine, j'ai l'impression d'avoir presque l'avantage d'être autodidacte là-dessus. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression à un moment d'avoir une phase d'apprentissage. C'est-à-dire que je suis en constant apprentissage. Mm. Et in fine, le digital qui change toutes les 3 minutes et qui doit en permanence des nouvelles technos, des nouvelles tendances, etc., me nourrit. Et je crois que ma soif d'apprendre et ma curiosité, in fine, en fait, sont mes moteurs et mes avantages clés. C'est-à-dire qu'on ne je pense que globalement, de toute façon, dans notre société, on peut plus se permettre d'être sur un truc où on se dit on est sur un acquis qui va nous porter longtemps. Et donc, la curiosité, le truc, le fait de se lever le matin avec des certitudes et de se coucher le soir avec plein de questions, je pense que c'est une dynamique entrepreneuriale nécessaire. Okay. Parce qu'il faut avoir des certitudes à un moment. Il faut quand même être dans une capacité, parce que sinon, tu n'agis pas et tu vas rester dans quelque chose de peut-être trop à attendre.
Donc, une curiosité maîtrisée par le fait de se dire, voilà, et d'échanger ces deux moments-là de curiosité-certitude, quoi. Ouais, le fameux curseur entre certitude et incertitude. Ouais. Enfin, un équilibre des deux. L'un n'est pas ni mauvais ni bon. Il suffit d'avoir Mm. un équilibre aussi entre les deux. Exactement. Et puis l'autre point, je pense que c'est aussi de partager ça avec son entourage. Je sais que moi, ça a été des échanges assez importants avec ma femme aussi, parce que quand on est entrepreneur, on engage les autres avec soi aussi dans ce truc-là, hein. C'est-à-dire qu'à un moment, l'instabilité potentiellement financière, et même dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on va vivre des montagnes russes. Parce que Yes. je viens de signer un deal, j'ai l'impression de tout casser, la dynamique et tout machin, mais tu peux aussi être ça et une heure après te dire comment je vais faire ce deal-là et de tout de suite dans un truc très down. Donc il peut y avoir ces deux phases-là. Je pense qu'il faut avoir un entourage avec lequel on échange pour être bien accompagné là-dessus aussi. C'est un point clé parce que dans le temps, les montagnes russes, ça fatigue tout le monde, quoi. Et si c'est pas compris, c'est encore plus compliqué. Donc je pense que ça, ouais, un vrai échange autour de cette dynamique-là nécessaire pour que l'entourage puisse en être conscient et pas en souffrir, quoi. Yes. Ok. Et pour finir, du coup, si tu avais un seul conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait quoi? Prenez soin de vous. Parce que vous êtes quand même le seul truc que vous avez sous le coude. C'est un peu comme la planète, il n'y aura pas de plan B. Et c'est un peu comme les conseils dans les avions, quoi. C'est-à-dire que mettez-vous un masque d'oxygène à vous d'abord, avant de vous occuper des autres. Parce que si vous n'êtes plus là pour tenir la barre, à un moment, il n'y aura personne d'autre. Et donc, c'est pour ça que je recoupe aussi avec le coaching, qui peut être vécu comme quelque chose de ah oui, mais non, mais moi, j'en ai pas besoin, etc., etc. Je pense que tout le monde en a besoin. Que justement, c'est la salle de sport de l'entrepreneur, quoi. Et donc, de se muscler un peu à ce niveau-là, c'est clé. Et donc, ouais, de faire attention à soi, parce que ça va pas être facile. C'est un marathon composé de beaucoup de sprints, l'entrepreneur. Donc, prenez soin de vous. Ah, j'aime bien cette expression parce que souvent je dis c'est un marathon et pas un sprint, mais j'aime bien le côté marathon composé de beaucoup de sprints. Ça parle bien aussi. Ouais. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Florent. Merci à toi. Et puis, pour te retrouver, on te retrouve comment? Sur LinkedIn, où j'essaie un peu de me bousculer, justement, essayer de partager un peu plus de contenu et des choses qu'on fait. Et puis sinon, quand on va sur mon site bruxelles.houseofcodesign.com, on va me voir assez vite parce que y a des petites vidéos à droite à gauche où justement j'essaie de partager ce qu'on met en place. Ok, donc ça marche sur LinkedIn et sur le site. De toute façon, on mettra tous les liens nécessaires aussi dans la description de ce podcast. Bah, merci beaucoup, Florent, pour cette interview qui était super. Merci à toi. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette interview. Alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider à développer et à faire connaître le podcast auprès d'autres entrepreneurs. Vous pouvez aussi me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, soit dans les commentaires, soit en échangeant directement avec moi sur Instagram @ChristèleLachambre, ChristeleLachambre. Le lien est en description. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, abonnez-vous pour être informé dès la sortie de nouveaux épisodes. Encore merci de m'avoir écouté jusque-là et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne après-midi, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye!